J'ai vendu pour une raison simple, c'est qu'au Québec, malgré que tout le monde dit qu'il faut garder nos compagnies québécoises, canadiennes, on manque de courage. Fait que c'est des beaux discours politiques, mais une fois que ça demande le courage de signer un chèque risqué, de prendre un peu plus de risques, bien souvent, ils ne sont pas là. Avec du recul aujourd'hui pour les entrepreneurs qui nous écoutent, bâtir une entreprise avec de l'ambition, de la croissance. Tu dis qu'on a manqué de courage au Québec. Est-ce qu'on pourrait inverser la question et dire, n'aurais-tu pas bâti simplement la business au mauvais endroit? Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance et aujourd'hui, je suis avec Dominique Gagnon. Ça fait longtemps qu'on l'a eu sur le podcast et on pourrait quasiment penser que ça fait des années maintenant qu'il a vendu son entreprise, mais ça ne fait que quelques mois maintenant. Je vais commencer le podcast, Dominique, en te disant une chose. Félicitations. Il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent à bâtir une organisation comme la tienne, la vendre, faire une sortie qui a été fructueuse, continuer à avoir du succès dans tes différents projets. Donc, je te félicite. Et comment tu te sens maintenant après avoir vendu Connect & Go? C'est un drôle de feeling. Je ne sais pas si tu avais lu, j'avais écrit un blog dans les affaires un petit peu avant l'exit, je me rappelle bien, qui était « Quand réussir ne te fait plus rien sentir ». Exact. Et vraiment, le soir du closing, là, vraiment quand ça s'est fait, papier signé, etc., je suis rentré à la maison, je me suis ouvert une bière ou un verre de vin, je ne me rappelle pas. J'ai écouté une série Netflix, je suis allé me coucher. C'est ça, être entrepreneur, malheureusement. Puis pour avoir parlé à beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait des sorties, on n'est souvent pas très bon à fêter, on n'est souvent pas très bon à reconnaître ce moment-là. On passe très rapidement à la prochaine étape qui est l'exécution. Parce que la vente aussi, c'est un moment. Ça finit pas là, l'histoire. Tu sais, souvent, avec la vente, veut dire, on pourrait en parler, des earn-out ou des retention package, l'obligation de livrer sur les années subséquentes. Fait que je me sens un côté de moi content, puis tu l'as dit, félicitations. Souvent, quand les gens me félicitent, je dis, j'ai de la misère à le prendre parce que moi, je ne souhaitais pas nécessairement vendre. Fait qu'est-ce que c'est une bonne transaction? Oui. Est-ce que je suis content de l'avoir fait? Oui. Moi, ce que je voulais, c'était acheter mes compétiteurs. J'ai vendu pour une raison simple, c'est qu'au Québec, malgré que tout le monde dit qu'il faut garder nos compagnies québécoises, canadiennes, on manque de courage. On est très, très peu courageux. Fait que c'est des beaux discours politiques que la Caisse de dépôt, le Fonds, Investissement Québec vont avoir, mais une fois que ça demande le courage de signer un chèque risqué, de prendre un peu plus de risques, bien souvent, ils ne sont pas là. Fait que moi, j'avais toujours dit, s'il n'y a pas de croissance, je ne serai plus là. Il va falloir soit vendre ou faire quelque chose. Et moi, je voulais acheter 2 compétiteurs américains. Les 2 ont été achetés par une compagnie québécoise. Fait que je suis quand même content. Les 2 compagnies que je voulais acheter, c'est Valsoft qui les ont achetés dans les 6 derniers mois. Donc, ils ont acheté une compagnie qui s'appelle Core Cashless, qui faisait principalement de la billetterie et des systèmes intelligents sur les bateaux de croisière. Puis, ils viennent juste de compléter l'acquisition de Club Speed, une compagnie dans le monde du go-kart et des FEC. C'était mes 2 targets qui allaient permettre à Connect & Go de passer le cap du 20-25 millions et de passer à la prochaine étape. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le financement, en toute transparence. Et dès le moment que j'ai su que je n'avais pas les moyens de mes ambitions, je me suis mis dans un processus de vente sur lequel on a fait une super transaction à pic. Mais ça reste que quand tu vends, non pas parce que tu le souhaitais réellement, mais parce que c'est la bonne décision à prendre à ce moment-là, tu as quand même un petit peu moins de fierté que si j'avais monté la compagnie à 100 millions, qui était mon objectif, et que je l'avais vendu à ce moment-là. Là, je pense que j'aurais eu le plus haut niveau de fierté. J'ai vendu un peu trop tôt, mais c'est une belle exit. Ça permet de redistribuer de la richesse, de voir mes équipes qui se replacent dans des super organisations. Fait que je dirais qu'en bonne nouvelle, je vais bien. Mais comme on se parlait un peu en pré-entrevue, je pense que j'ai jamais travaillé autant. Fait que ce fantasme-là de j'ai fait un peu de sous, j'ai fait un exit, je vais chiller sur la plage, je peux te garantir que ça a duré 24 heures. OK, je vais essayer de décortiquer le tout avec toi. C'est quand même assez intéressant ce que tu nous dis. L'ambition n'était pas de vendre, tu avais des ambitions de croissance, faire de la croissance par acquisition avec 2 cibles très, très claires. Quelles ont été la suite des événements dans le parcours dans la dernière année qui t'ont fait définitivement comprendre que tu ne pouvais pas être un acquéreur, mais tu devenais potentiellement une cible d'acquisition pour un autre joueur? Parce que, bien entendu, tu as ce terme-là que tu as mentionné, qu'on n'a pas le courage, le chèque n'a pas été signé. Comment qu'on te le dit, ça? C'est simplement, Dominique, ton projet est trop fou. Dominique, on n'y croit pas. Explique-nous un petit peu comment tout ça s'est déroulé. Effectivement. Puis c'est un processus, ça faisait déjà 2 ans que moi, je présentais toujours 3 scénarios à mon conseil d'administration. Fait qu'à tous les 3 mois, je présentais un premier scénario qui était de la croissance organique. Donc, le scénario était, on pourrait réinjecter 1 million, 2 millions, 3 millions dans l'entreprise parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était financé en capitaux de risque. On était une entreprise qui n'était pas encore profitable. Bientôt, on allait l'être, mais on n'était pas profitable à ce moment-là. On était encore en développement du logiciel de manière massive et aussi en achat de parts de marché dans un marché enterprise qui est très, très difficile à rentrer. Donc, le premier, c'est l'organique. C'est ce qu'on a fait pendant quelques années.
Mais là, on avait atteint un certain niveau sur lequel la croissance organique n'allait plus à la bonne vitesse pour donner du rendement. Parce que quand tu es financé en capital de risque, il faut aussi que tu donnes du rendement à tes investisseurs. Et ce n'est pas du 4-5 c'est du 15-20 par année. Et là, on avait une difficulté à aller chercher un 60 à 70 de croissance annuelle. On était rendu à 15 20 de croissance annuelle. Quand tu es une entreprise profitable, un peu plus sur le long terme, ça fait du sens. Dans notre secteur, tu veux doubler à chaque année. C'est comme ça que ça fonctionne pour être continué d'être financé et d'aller vite. On ne sentait plus ça. Il y avait toujours un scénario que je présentais à mes actionnaires qui était on pourrait acheter des cibles et donc acheter la croissance. Acheter des compagnies qui font 1 million, 3 millions, 5 millions, 7 millions, 10 millions de ARR, les intégrer, diminuer les coûts et comme ça, on va augmenter notre valorisation. Et la troisième option était toujours de dire on pourrait vendre parce qu'il y a toujours un timing dans le marché. Puis voici la valeur aujourd'hui, selon moi, ou selon du marché de Connect & Go. Et là, je disais à mon conseil d'administration, est-ce que vous préférez aujourd'hui vendre à ce prix-là, réinjecter ça en organique et possiblement valoir ça dans 1 an ou acheter? Et à un certain moment, le scénario qui a été choisi, c'était d'acheter des entreprises. Mon conseil d'administration accepte, on part en mission. La première que je regarde est à Amsterdam. On est allé jusqu'au LOI, on était vraiment très, très proche du closing et on avait 2 autres cibles aux États-Unis. Donc, on était dans un plan assez ambitieux qui allait demander des dizaines de millions de dollars, mais qui allait amener la compagnie, je te dirais, selon moi, autour de 25 millions en revenus récurrents jour 1, avec un potentiel de se rendre jusqu'à 100. Ce qui est juste pour être clair, Dominique, là-dessus, pour donner un peu de contexte à notre audience, dans la dynamique dans laquelle tu opères, ta valorisation d'entreprise est sur tes revenus et plus que les revenus grossissent, plus que ton multiple grossit. Donc, un effet boule de neige qui se met en place un peu ici, là. Complètement. Tu sais, si tu es en bas de 5 millions, tu es chanceux si tu vaux une fois tes revenus. T'sais, même si tout le monde parle de 5, 6, 7 fois, là, la réalité en bas de 5 millions aujourd'hui, je vois beaucoup de deals à 2, 3 fois les revenus. Faut que les start-upers, là, c'est fini, là, le 10, 12 fois, là, à moins que tu aies une croissance de fou, que tu coches toutes les X, c'est quand même rare. Quand tu franchis le cap du 10 millions, les Américains commencent à dire que tu es une vraie compagnie. C'est 10 millions généralement le point d'entrée. À 10 millions, tu vas être capable d'avoir, selon moi, tout dépendant du marché, entre 4 et 6 fois tes revenus si tu es une bonne business. Et une fois que tu dépasses le 20, 25, 30 millions, c'est là que tu es capable d'atteindre du 8 à 10 fois le chiffre. Donc, effectivement, il y a des effets de levier qui sont super importants de ce côté-là. C'est pour ça qu'on voit des compagnies comme Lightspeed, on voit plusieurs compagnies qui ont acheté de la croissance, ce qui veut dire que la plupart de la croissance était faite par acquisition. Donc, c'était le plan. Le problème, c'est que la dynamique de marché a changé entre-temps. T'sais, on est passé dans une dynamique de marché dans laquelle les taux d'intérêt étaient très, très bas, dans lequel il y avait énormément de levées de fonds, à un marché beaucoup plus calme, sur lequel la profitabilité était remise en avant et le coût du capital était beaucoup plus cher. Donc, mes investisseurs qui m'avaient dit, Dominique, oui, on va être là. Et je tiens à le dire, la compagnie à laquelle on a vendu, Peak Travel, nous avait fait une offre 1 an plus tôt de presque 10 millions de dollars de plus. Que j'ai refusé, mais que je voulais accepter. À ce moment-là, je sentais que c'était le bon moment. Et on m'a convaincu à l'interne de dire, Dominique, c'est pas vrai qu'on va vendre maintenant. On est encore capable d'aller plus loin, de devenir plus gros. Et on me dit, Dominique, on est derrière toi. On va amener les capitaux. On est prêt. Donc, moi, j'ai dit, OK, j'ai des gens derrière moi qui sont prêts à investir. J'ai envie de faire des acquisitions qui sont risquées, mais qui sont très ambitieuses. Mais j'y crois dans mon plan. Je vais le faire. Donc, on a refusé la première offre de l'acheteur Peak Travel à ce moment-là. Et à un certain moment, j'avais une promesse de mes financiers de financer les acquisitions. Et à peut-être 72 heures du closing de la première, on me dit que non. En fin de compte, on considère que l'entreprise que je veux acheter, elle vaut plus ça, puis que ça fait plus de sens. Quelques semaines après, on me dit, Dominique, on avait prévu de donner 5 millions, mais on va juste te donner 2, puis il va falloir faire des coupures. Puis il faudrait être profitable dans le prochain 3 mois. Ce que beaucoup de startups ont vécu, donc vraiment une pression à la profitabilité très, très rapide, sans réelle logique. Moi, je n'ai pas de problème contre la profitabilité. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut arrêter d'encourager les levées de fonds sans arrêt comme un modèle d'affaires. Mais la réalité, c'est qu'il y a des secteurs, dont le secteur dans lequel on était en fintech, dans le monde des attractions, en secteur enterprise, ça demande des millions de dollars réussir à pénétrer ce secteur-là et on a besoin de capitaux. Donc, redevenir profitable voulait dire cesser toute croissance, voulait dire arrêter de croire à devenir un géant du secteur, devenir une belle petite lifestyle business qui serait éventuellement vendue à Valsoft. C'est un peu ça, qui était si c'était ça, puis moi, c'était pas mes ambitions. Donc, suite à ces refus-là, suite à l'aspect que j'ai dû laisser aller une 15-20 personnes en début d'année, en 2024, j'ai pris la décision de dire, je retourne au marché, c'est le temps de vendre. Et j'ai une question pour toi, parce que
La dynamique a été assez intéressante dans les dernières années. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées entre la COVID, la fin de la COVID et tranquillement, il y a eu l'avènement de l'IA. C'est-à-dire qu'il y a comme eu littéralement 3 dynamiques de marché qui se sont un petit peu entrecroisées à certains moments précis. C'est-à-dire que si on pense à la COVID, tu l'as très bien mentionné, les taux d'intérêt sont bas, tout le monde lève de l'argent comme s'il n'y avait pas de demain et on est capable d'accélérer notre croissance de manière un petit peu artificielle, on peut le dire ainsi. La COVID se termine, les taux d'intérêt vont à la hausse, 2, 3, 4, 5 automatiquement, tu l'as bien dit, on demande aux entreprises qui sont technologiques de devenir profitables le plus rapidement possible parce qu'on est plus prêt à les financer. Et quasiment au même moment, il y a eu, bien entendu, l'effet ChatGPT qui s'est mis en place. Je pense que c'était en fin 2022. Et là, on dirait que tout s'est simplement transféré. C'est-à-dire que ce risque-là qu'on voulait mettre aux entreprises comme la tienne, on s'est dit, c'est quoi, ils sont intéressantes, les Connect & Go, mais on préfère financer un joueur qui est IA natif. Et lui, on est prêt à lui injecter du capital de risque de manière très, très agressive. Donc, il y avait une dynamique de marché dans laquelle tu étais qui était quand même défavorable, on pourrait le dire, aux entreprises technologiques de première version, des années 2010 un peu, là. 100%. 100%, c'était, tu sais, puis le problème, c'est que nous, la pandémie, contrairement à tout le monde, on n'en a pas profité. On était dans le divertissement à l'international. Fait que, il y a beaucoup de compagnies logicielles qui ont profité de ce moment-là. Moi, je n'ai pas levé durant la pandémie. On a survécu durant la pandémie. Fait que j'ai dit chaud, il y a des gens qui, dans le monde du logiciel, il y avait 2 camps. Il y avait des gens qui souffraient énormément, qui étaient en train de tout perdre, puis il y avait des gens qui festoyaient parce que l'argent était gratuit, puis il pleuvait. On peut penser à toutes les compagnies EdTech, on peut penser à toutes les compagnies de spectacles virtuels, de tout ce côté-là, tu sais, que c'était des levées de fonds de fou. Nous, la réalité, c'est qu'on n'avait plus de marché, on est en train de pivoter puis de se redévelopper. Et effectivement, on est sorti de la pandémie, une bonne année à la sortie de la pandémie parce que tout le monde veut se divertir, sort, mais très rapidement, taux d'intérêt, il faut être AI. On est aussi, nous, dans un secteur enterprise. Fait que c'est important de dire, quand tu es dans l'enterprise, ça demande énormément de certification, c'est des cycles de vente de 12 à 18 mois. C'est pas un secteur qui est facile. C'est surtout un secteur qui demande énormément de capitaux. Quand je présentais à mon conseil d'administration, je disais souvent, il disait, hey, c'est beaucoup d'argent, on a levé à peu près 23 millions chez Connect & Go. Tout le monde me disait, c'est beaucoup. Mais quand je présentais des comparables, on était entre 3 et 5 fois moins que tous les compétiteurs de taille similaire à nous. Fait que moi, je disais, souvent, j'ai des investisseurs, dont un qui est un milliardaire à la tête d'un grand family office. À chaque fois, je disais, la réalité, on a été très efficace avec le capital. Mais lui, il se disait, hey, vous avez brûlé 20 millions en 5 ans, vous n'êtes pas efficace. Et quand je me comparais à la compétition, on était efficace. Fait qu'on était capable de bien manager ce capital-là. Puis c'est vrai que le changement s'est fait comme ça. Et rapidement, on imposait la profitabilité à tout prix, qui est, selon moi, aussi mauvais que la croissance à tout prix. Pour moi, les Absolument. 2 modèles, les extrêmes ne sont pas bons. On devrait trouver le juste milieu pour la bonne business avec le bon niveau de capital. Mais aujourd'hui, il y a un paquet, tu le dis, Antoine, de belles business, même des business profitables, qui ont vraiment des super verticaux, qui vont mourir simplement parce qu'ils ne sont pas à la bonne place au bon moment, qui est AI First. Même si tu as de l'IA dans ta plateforme, c'est plus suffisant. Tu dois être une plateforme bâtie sur l'IA si tu veux lever des capitaux à des bonnes valorisations aujourd'hui. Ouais. On fait une pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'une entreprise que j'aime tant et cette entreprise se nomme Hello Darwin. Présentement, vous faites face peut-être avec votre organisation à des défis, vous voulez plus de croissance, vous avez besoin de liquidité. Eh bien, plus souvent qu'autrement, on ne le sait pas, mais la liquidité fait partie de ce que le gouvernement peut nous offrir via des subventions. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que dirigeants d'entreprise, on n'a pas le temps de regarder ça. On ne sait pas exactement où donner de la tête et on n'a pas envie de remplir des documents qui sont tellement long. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire son travail. Si vous travaillez avec les experts de Hello Darwin, ils vont faire tout le travail pour vous. Ils vont remplir les formulaires, remplir les différents documents et aller les chercher, les subventions dont vous avez droit. Et ces subventions, par la suite, vous allez pouvoir les utiliser par la suite les liquidités et réinvestir dans votre croissance, dans la croissance de votre organisation. Si vous aimeriez en savoir un petit peu plus sur leur service, vous avez simplement à aller au go.hellodarwin.com/hypercroissance. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Remplissez un formulaire, dites-leur que vous venez du podcast et vous allez obtenir un rabais en travaillant avec eux. Et par la suite, je vous le dis, vous allez être capable d'utiliser ces liquidités et réinvestir dans votre croissance d'entreprise. De retour à l'épisode en cours. Non, absolument. Ça m'a l'air d'être un prérequis. Point intéressant aussi que tu disais plus tôt, un family office qui vient injecter du capital. Je veux dire, directement,
on est capable de comprendre ici que la vision va être différente d'un private equity, d'un family office, que de quelqu'un qui vit et depuis des dizaines et des dizaines d'années dans le capital de risque. On peut penser simplement à tout ce qui se met en place dans la Silicon Valley en Californie. Ma question pour toi, avec du recul aujourd'hui pour les entrepreneurs qui nous écoutent, bâtir une entreprise avec de l'ambition, de la croissance, tu dis qu'on a manqué de courage au Québec. Est-ce qu'on pourrait inverser la question et dire, n'aurais-tu pas bâti simplement la business au mauvais endroit? Sincèrement, au mauvais endroit, c'est une bonne question. Est-ce que la business aurait été beaucoup plus grosse si je l'avais partie aux États-Unis? Oui. C'est ça. Ça, j'ai même pas de doute là-dessus. Ça aurait été beaucoup plus gros de l'avoir bâti sur le sol américain avec le réseau qu'il y a sur ce marché-là, c'est définitivement. Fait que ça a été un désavantage, mais aussi quand même un avantage. C'est la réalité, là, l'aspect de payer mes salaires en dollars canadiens et de majoritairement recevoir des euros et du dollar US dans dans le monde actuel sur lequel on a une monnaie qui est assez faible, c'était un privilège. Accès à un talent incroyable aussi à Montréal. Je pense que par contre, sur le point de vue du capital, on est souvent avec un tire-poids. Même dans l'IA, là, ça me fait beaucoup rire quand je vois les Européens ou les Canadiens avec Coir ou avec Mistral dire hey, on annonce une levée de fonds de 100 millions, de 200 millions, puis que tout le monde fait wow, c'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, c'est rien face à ce qui se passe aujourd'hui sur le marché américain ou encore sur le marché chinois, qui sont les deux seuls marchés aujourd'hui qui investissent tellement de capitaux dans le secteur. Fait que c'est sûr et certain que le Canada, c'est souvent ça. Puis moi, ce qui m'a un peu attristé, c'est qu'il faut arrêter les grands discours politiques. Il faut dire que si on veut garder nos compagnies canadiennes et québécoises, oui, il va falloir plus de courage, il va falloir prendre plus de risques, parce qu'en ce moment, on vend un paquet de business à rabais aux Américains parce qu'eux le savent. Ils savent qu'il y a des belles business ici qu'ils peuvent racheter à bas prix parce que malheureusement, le financement de capital de risque, en tout cas au Québec, est principalement institutionnel. Donc, la Caisse de dépôt, Investissement Québec, le fonds de la FTQ qui est semi-institutionnel, je pourrais le dire comme ça, c'est sûr et certain qu'il y a une prise de risque qui est plus faible à ce moment-là. Puis il y a aussi des changements en fonction des calls politiques. Clairement. Et de jouer avec des réalités nationales quand on compétitionne dans un marché international, ça devient quasiment impossible d'une certaine manière. Alors, on voit qu'il y a beaucoup aussi d'organisations qui vont vouloir lever avec des fonds américains. Donc, c'est intéressant ce que tu dis ici. Il y avait des discussions, Jonathan, que j'ai eues avec beaucoup de mes amis entrepreneurs qui ont réussi des sorties qui disent que faire une sortie d'entreprise, des fois, c'est un peu ce qu'on appelle le couloir de la mort. C'est-à-dire que c'est intéressant, tu atteins un objectif, mais d'un autre côté, et sans nécessairement vouloir faire de fausses comparaisons, une mauvaise comparaison ici, il y a quand même une partie de toi qui s'en va. Même si tu l'as si bien dit, hein, une entreprise n'est pas une famille, c'est une équipe sportive, mais tout de même, c'est quelque chose que tu as bâti. Un terme qu'on utilise souvent en anglais, it's your life's work. Et des fois, tu peux te sentir un petit peu dépressif, tout ça. Encore une fois, je ne le parle pas en connaissance de cause, je ne l'ai pas vécu, mais je serais curieux de te renvoyer la question. Comment t'es-tu senti après le jour 1, on l'a su, mais là, maintenant, 4, 5, 6 mois plus tard, est-ce que c'est le couloir de la mort ou c'est le couloir d'un nouveau projet? Je dirais un mix des deux. La différence, c'est que moi, j'avais déjà vendu des boîtes avant, quand même quelques-unes. Fait que justement, mon livre, Vous n'êtes pas une famille, je l'ai aussi écrit dans cette dynamique-là, parce que ce livre-là a été rédigé pendant que j'étais en train de vendre. Et c'était un peu un leg, hein, parce qu'une des choses que je me suis posée, c'est une fois que j'ai vendu, qu'est-ce que je suis le plus fier? Parce que je suis le plus fier, c'est la culture d'entreprise que Connect & Go avait créée. Une culture qui a vraiment réussi à mélanger bienveillance et performance, mais de manière extrême. Il y a un clip qui circule là, sur TikTok que probablement tout le monde qui écoute le podcast ont vu où je dis qu'on virait les 2 employés les plus faibles aux 6 mois. Je pense qu'il a été vu 1 million de fois, envoyé 15 000 fois en privé. C'était la culture de Connect & Go, mais c'était une culture très bienveillante. Et ça surprend les gens de dire hey, tu renvoyais les 2 plus faibles aux 6 mois, t'es bienveillant? Oui, parce que chez nous, en fait, les gens le savaient au départ. On payait des gros packages de départ. On faisait du 4 jours semaine. Personne ne travaillait le vendredi. Même salaire, même condition. Tu vas travailler d'où tu veux dans le monde. Beaucoup d'imputabilité. Ça, j'en étais fier. J'ai écrit le livre là-dessus. Puis quand j'ai écrit ce livre-là, c'est que ma première business Piranha, quand j'ai vendu, en fait, j'en suis venu à avoir des pensées suicidaires. Fait que t'en parles du couloir de la mort, là, moi, c'était là que j'étais. J'étais plus personne, j'avais plus de personnalité, plus de carte d'affaires. Je sais qu'aujourd'hui, une entreprise en technologie est vouée à être vendue et je n'avais pas cette émotion-là avec Connect & Go. Ma plus grande émotion était plus de mon équipe de direction. J'ai eu vraiment du fun avec eux. Je pense que c'était parmi les gens les plus intelligents et le fun que j'ai eu à croiser. Puis de les voir partir par la suite puis de dire, hey, on ne travaillera plus ensemble, du moins pas pour l'instant. Ça, c'est difficile. Pour le reste, sincèrement, j'étais content parce que j'ai vendu aussi à un joueur très ambitieux.
avec des moyens financiers qui sont là. Tu sais, on parle d'une compagnie financée par Westcap, qui est l'ancien CFO d'Airbnb, par Goldman Sachs, par Jack Dorsey, par Eric Schmidt de Google. Compagnie qui va, selon moi, bientôt atteindre le milliard en valorisation, ce qu'on appelle un unicorn. Fait que je suis fier, en fait, d'avoir réussi à faire cette transaction-là. Donc, j'ai un beau sentiment de fierté. Mais pour être très transparent avec toi, je suis frustré 30 à 40 du temps. Frustré de la réalité, je ne suis pas dans l'équipe exécutive. Tu sais, fait que je suis un entrepreneur assez connu au Québec, quand même un bon succès, mais l'équipe exécutive de Peak, ben, ils ont tous fait Oxford, Harvard, les grandes écoles. C'est des Américains. Je suis vice-président, mais je ne suis pas sur le comité exec. C'est pas facile pour un entrepreneur de ne pas se faire demander son opinion. De quand tu la donnes, de ne pas la faire écouter, de sentir un peu que tu es mis de côté malgré que tu penses que tu pourrais avoir énormément de valeur. Fait que je vis quand même beaucoup de frustration sur lequel je fais attention de ne pas la communiquer trop à l'équipe, aussi pour pas malheureusement avoir un impact sur leur propre motivation. Mais c'est sûr et certain que d'apprendre que 10 employés dans ta boîte se font couper sans même qu'on t'ait appelé avant pour t'en parler, ben c'est pas facile, mais il faut aussi comprendre que quand tu vends ta maison, tu peux pas revenir faire un barbecue chez vous. Tu sais, même si c'était ta maison avant, ben demain, il vend ta maison puis il cogne à l'acheteur et dit hey, j'ai décidé de venir faire un barbecue en fin de semaine, ça ne marche pas. Je ne suis plus chez nous. C'est quelque chose que je dois accepter. J'ai choisi de faire cette transaction-là et je te mentirais de dire que j'ai pas certaines frustrations et je te mentirais aussi de dire que je ne la communique pas. Je ne dois pas être toujours facile pour les acheteurs parce que je suis quelqu'un d'assez verbal et c'est sûr que ça peut avoir un impact. Donc, c'est quoi la suite? Est-ce que tu vas rester encore plusieurs années chez Peak ou on va reconstruire quelque chose là? Ouais, tu auras le scoop. Définitivement, mon mandat se termine en novembre. J'ai ce qu'on appelle, puis pour les gens qui ne savent pas comment fonctionne une transaction, dans une transaction, tu as souvent un montant à la clôture et par la suite, tu peux avoir ce qu'on appelle des earn-out. Donc, un earn-out, c'est un paiement basé sur une performance future financière. Moi, j'en ai pas. Ce que j'ai, c'est ce qu'on appelle un retention package, ce qui veut dire que c'est principalement basé sur ta présence. Donc, ce que ça peut vouloir dire, c'est si tu es là à telle date, à tel moment, tu reçois un chèque. Non pas pour avoir performé, non pas pour avoir été exceptionnel, tu reçois un chèque pour avoir été là. Simplement, donc ne pas avoir quitté le bateau. La majorité de mon équipe de direction en avait un, la majorité ne sont plus là. C'est pas toujours l'argent, tu sais, puis c'est là souvent je trouve qu'on se trompe. Souvent, on pense que les gens travaillent pour l'argent. La plupart des gens, ça aurait été mieux financièrement de rester, mais je pense que les gens sont plus à la recherche de défis, d'ambition, de pouvoir faire quelque chose de plus grand, de contribution. Donc, la plupart ont quitté aujourd'hui. Je suis dans les derniers de l'équipe exécutive initiale de Connect & Go qui est encore en place. Je prévois me rendre à la fin de mon mandat en novembre. Je pense que c'est important pour assurer une bonne transition, mais les chances sont relativement faibles. Je ne dis pas impossible, mais relativement faibles. Peut-être que je poursuive l'aventure, entre autres pour les frustrations que je t'ai parlé. De dire, si j'avais eu l'impression que j'avais vraiment le potentiel de contribuer, de parler, d'influencer, je pense que c'est une industrie que j'adore. Et je pense que ça va être un peu difficile. Donc, je travaille en ce moment sur certaines pistes qui seront annoncées prochainement. Donc, peut-être de me retourner dans le siège de l'investisseur pour aller aider des entrepreneurs, peut-être racheter une entreprise, faire du reprenariat. C'est un grand sujet au Québec. Et j'ai flirté avec l'idée de devenir un exécutif très bien payé. Ça a duré 1 mois. Je suis pas embauchable. Donc, ça, j'ai mis ça de côté. J'ai eu 3 offres de poste de CEO dans des grandes organisations. Je sais que c'est pas fait pour moi. Je suis un bâtisseur, je ne suis pas un gestionnaire. C'est intéressant ce que tu dis. J'ai une question pour toi également. Dans une acquisition comme Connect & Go, en technologie, il y a plusieurs choses très pertinentes et très intéressantes qu'un acquéreur va voir comme actif potentiel. De numéro 1, la technologie. Peut-être que vous aviez une technologie qu'eux n'avaient pas été capables d'atteindre sur certains aspects, on en parlera. La liste de clients, définitivement, si vous êtes déjà capable de générer des dizaines de millions de revenus à l'année, comme tu l'as bien mentionné, ça s'additionne à l'entreprise existante et par extension, ça augmente la valorisation, ce qui est l'objectif ici. Également l'équipe. Donc là, il peut y avoir d'autres choses également. Mais bon, habituellement, ces 3 points-là sont les 3 points fondamentaux d'une acquisition de la sorte. Donc là, ce que je comprends, peut-être l'équipe, ça l'a bougé un peu. Est-ce qu'on t'a expliqué, est-ce que tu as compris très rapidement quels étaient les points importants, les actifs essentiels de Connect & Go pendant l'acquisition? Oui, pendant l'acquisition, parce que durant l'acquisition, ils ont acheté Connect & Go, ils ont aussi acheté Acme, qui est une compagnie similaire dans le monde des musées. Fait que c'est 3 transactions. En fait, c'est 2 transactions qui ont créé un groupe par la suite. Et du fait qu'on est devenu, moi et mes investisseurs, un investisseur dans le nouveau groupe, on a vu le pitch. Parce qu'ils ont levé aussi des fonds pour faire ces acquisitions-là. Je me rappelle bien, 60-70 millions, je ne me rappelle plus combien US, pour faire les acquisitions et pour le plan de croissance. Donc, j'ai vu la thèse. Donc, la thèse, évidemment, tu l'as bien dit. Première thèse, c'est le secteur Peak Travel, qui est l'acheteur, sont principalement dans ce qu'on appelle le SMB, Small and Medium Business. Donc, ils ont 4700 clients dans le monde des attractions, qui est le même secteur que nous.
Donner grandeur d'idée, Connect & Go, on avait un peu plus de 50. Le client moyen, généralement de pic, va peut-être être 10 000 par année. Le client moyen de Connect & Go, 250 000. Donc, on est vraiment dans le même secteur d'activité, mais dans un type de client très différent. Donc, ils nous ont principalement acheté pour débloquer ce qu'on appelle le secteur Enterprise, Six Flags, Looping Groups, le Zoo de Granby, des parcs de très grande ampleur. Ça, il n'y en avait pas. Ils ont aussi acheté pour une deuxième raison, qui est notre présence en Europe. 35 de notre chiffre d'affaires est sur le territoire européen. On est très bien présent en France. On est présent au UK. On a des parcs d'ampleur sur ce marché-là. Peak Travel et Acme, l'autre compagnie, sont uniquement aux États-Unis, puis un petit peu en Amérique latine, mais n'étaient pas présents en Europe. C'est un secteur dans lequel ils voulaient se développer. Donc, puis évidemment, ça vient avec l'aspect technologique, parce qu'être en Europe, c'est quand même compliqué d'un point de vue technologique. Fait qu'ils ont aussi acheté cette portion technologique-là à l'intérieur de ça. L'équipe était importante parce qu'il y avait des retention packages pour tout le monde. Je pense que c'est ce qu'ils ont peut-être sous-estimé, le choc culturel, entre autres, entre une approche plus américaine, qui est remote first, qu'une approche canadienne qui est un petit peu différente. Donc, ils ont eu, je pense, une difficulté à garder le talent. Mais la réalité, c'est que je pense qu'ils sont, en tout cas, de ce que j'ai entendu de ce qui est présenté aujourd'hui aux investisseurs, ils sont très contents de l'acquisition de Connect & Go. Et bon, la suite. Là, je pense entre les lignes que tu es en train de réfléchir à peut-être continuer à être un écrivain renommé au Québec. L'IA, ça te passionne également. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te fascine un peu dans le secteur actuel? Ben, tu sais, un des mandats que j'ai pris, qui a été un mandat sur lequel j'étais extrêmement sceptique au début, Antoine, c'est mon mandat d'entrepreneur en résidence à la BDC. Et ça vient un petit peu même d'une blague. J'étais à la table de la Chambre de commerce de Montréal, invité à la table d'honneur, et il y avait l'entièreté du gratin financier de Montréal, Kim Thomasin de la Caisse, Bichat d'Investissement Québec et Isabelle Hudon de la BDC. Et je lui ai dit que j'ai vendu, c'était le lendemain de la transaction, je lui ai dit que j'ai vendu aux Américains. On me fait un peu ce que j'appelle l'entrepreneur shaming, là, un petit peu. Ah, t'as vendu ta business aux Américains, tu aurais dû la garder canadienne. Je disais, hey, guys, il n'y a personne qui était là quand je vous ai appelé. Et tout le monde me disait, viens me revoir plus tard. Viens me revoir dans 6 mois. Fait que commencez pas à me dire que j'aurais pas dû vendre. Vous êtes responsable de cette transaction-là. Et je parle un peu avec Isabelle, que j'apprécie, qui a un leadership incroyable. Puis je fais un peu une blague. Je dis, hey, by the way, tu sais, la banque des entrepreneurs, je dis, avez-vous des entrepreneurs autour de la table? Puis la réalité, c'est que c'était pas mal toutes des excellentes personnes, mais des hauts gestionnaires, des exécutifs de très grand talent, mais pas d'entrepreneurs. Puis elle me dit, ben, tu serais-tu intéressé de venir mettre de l'entrepreneuriat dans la banque? De venir nous rappeler, ça pense comment un entrepreneur, de venir nous brasser un peu. Tu sais, j'ai été surpris, Antoine, j'ai pas un style typique. J'ai pas une langue de bois, ça, c'est assez connu. J'ai toujours en blague, j'ai une casquette, j'ai des tatouages, j'ai un profil atypique. Puis de me faire inviter dans une grande banque, la Banque de développement du Canada, j'étais comme, wow, ils n'ont pas peur, tu sais. Et puis je suis rentré là, comme entrepreneur en résidence, mandat de 6 mois. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, on enregistre le podcast, c'est aussi la journée où ils annoncent mon renouvellement d'entrepreneur en résidence pour les 6 prochains mois. Au début, ça devait juste durer 6, mais ça a tellement été agréable, je pense, des deux côtés, qu'on prolonge cette aventure-là. Et quand tu parlais d'écriture, on a fait un des trucs, c'est qu'il y avait un webinaire. Et là, ils m'appellent, ils me disent, tu penses quoi de ce format-là de webinaire? Je dis, vous êtes dans le champ, c'était sur l'IA. Les gens ne vont rien comprendre. Les gens dans l'IA, ils ont besoin de comprendre des choses simples. Comment commencer à utiliser l'IA? Et on a rechangé complètement le webinaire sur lequel j'ai participé et que j'ai donné les outils que moi j'utilise dans mon quotidien. Puis on a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont participé au webinaire. Plus gros succès de la BDC. Et suite à ça, je me suis dit, y a-tu un livre qui parle de l'IA et qui permet d'être pratique. Puis quand j'ai cherché des livres au Québec, c'est ça, être entrepreneur, on trouve des problèmes. Tous les livres sont sur l'IA et l'éthique, l'histoire de l'IA. Mais j'étais comme, il n'y a aucun livre qui est sur comment appliquer l'IA de manière simple. Et là, je me suis dit, je me lance un défi. J'ai 30 jours pour écrire le livre. Donc, il va sortir en Noël. Je l'ai fait en 30 jours et j'explique dans le livre, entre autres, comment j'ai réussi à écrire le livre en 30 jours sans le faire écrire par l'IA, mais en utilisant l'IA et les outils d'IA pour m'aider. Whisper, être capable de dicter qu'est-ce que je veux écrire, un paquet d'outils pour m'inspirer, pour m'aider à trouver des choses. Et on va lancer avec David Proulx, tu connais bien. Donc, Scoop, c'est moi et David qui co-écrit le livre de Bullseye, qui est souvent sur ton podcast aussi, qui est venu quelques fois. C'est toi, by the way, qui m'as fait découvrir David dans ton événement. C'est à cause du podcast. C'était pas David avant. J'ai eu un coup de foudre quand je l'ai entendu à cet événement-là, qu'il y a la même pas langue de bois que moi, si on peut le dire comme ça. Et on a décidé d'écrire ce livre en 30 jours. On l'a fini aujourd'hui. Fait que David, tout à l'heure, m'a envoyé un audio pour me dire ma partie finale, on peut l'envoyer aux éditions de l'Homme, dans lequel tu seras.
Donc, on a décidé aussi d'interpeller des gens inspirants en IA. Jonathan Léveillé, qui est souvent sur le pod avec toi, est aussi dans le livre. Donc, c'est un livre qui va s'appeler Devenez indispensable et dans lequel on garantit, on vous rembourse si vous ne réussissez pas à récupérer 10 heures par semaine en appliquant qu'est-ce qu'il y a dans le livre, demandez un remboursement ou faire un virement Interac. On est certain qu'avec le modèle qu'on donne, vous allez sauver 10 heures. Et ça, c'était un plaisir, encore une fois, de contribuer parce que moi, j'ai une frustration à voir le taux de productivité canadien, l'économie dans laquelle on est. Toi, tu as déménagé, mais moi, j'ai encore 2 petites filles ici. Là. Mes 2 enfants, je les regarde, je dis, il faut que je contribue à mon pays si je veux être capable qu'eux puissent avoir un beau futur. Incroyable. Toujours assez impressionnant, Dominique, avec ses timelines excessivement ambitieux, puis finalement, il est capable d'atteindre ses objectifs. Ben, ça marche, mais je pense que c'est la loi de Parkinson. Si on se donne un maximum de temps pour accomplir quelque chose, on va prendre beaucoup de temps, mais si finalement on est capable de condenser tout ça, c'est là qu'on va être capable d'accomplir les choses plus vite. La dernière question avec je laisse filer. Tu l'as assez bien dit, tu es un entrepreneur en dedans de toi. Tu as connu un succès assez important avec Connect & Go, mais c'est épuisant. Hein? Je veux dire, tu n'as plus non plus 18 ans, tu n'es plus à ta première entreprise. Est-ce que tu te revois bâtir? Est-ce que tu te vois davantage conseiller? Le rôle d'exécutif, c'est mis de côté, ça c'est assez clair, mais tu te vois où là, pour la suite? Ben, je te dirais, effectivement, je suis encore jeune, 39 ans. On blaguait avant le truc, mais je rentre dans ma crise de la quarantaine, qui est comme la crise de requestionnement de la vie, autant professionnelle que personnelle. C'est un moment un petit peu intense. En fait, il y a un désir, je pense que je vais garder toute ma vie le fantasme de rebâtir de zéro. Il y a quand même un haha moment de l'idée que tu commences à créer, l'aspect du grind de rien avoir puis de bâtir, mais effectivement, tu l'as dit, il y a de la fatigue derrière ça, il y a est-ce que vraiment j'ai envie de refaire ça? Fait que je continue. Il y a un petit côté de moi qui dit oui. Puis qui ne ferme pas, je ne suis pas prêt à fermer cette porte-là. La porte exécutive close, cette porte-là est encore ouverte. Évidemment, le reprenariat aujourd'hui au Québec, je pense, présente des opportunités extrêmement intéressantes. C'est le plus grand transfert de richesse qu'il y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité qui va se passer. Il y a des belles business pas chers à racheter. Et j'aime beaucoup les business pas sexy. Autant que j'ai fait 15 ans dans des business très sexy, si je rachète une business, ça va être une business qui n'est pas sexy, dans lequel on peut mettre du physical AI ou dans lequel on peut automatiser extrêmement de processus et faire beaucoup mieux avec moins. Ça, je pense que c'est une belle opportunité que je regarde, mais en toute franchise, je n'ai pas trouvé beaucoup de bons deals en ce moment. J'ai regardé une dizaine de compagnies. Je pense qu'on parle beaucoup il y a beaucoup de business à vendre, mais souvent, les gens ne sont pas prêts à vendre, ils sont très endettés. Les bilans ne sont pas terribles et souvent, ils ont sous-investi depuis 5-6 années, ce qui en fait des business qui sont durs à reprendre. Ma troisième thèse, puis aujourd'hui, c'est où j'ai le plus de plaisir, c'est d'aider des fondateurs à bâtir. Je me suis rendu compte que mon input dans différentes compagnies, que ce soit Moozum, sur lequel j'ai pris le siège de président du conseil, qui est une EdTech, que ce soit avec Optionality AI, qui est une plateforme en M&A dans laquelle je suis advisor, j'ai l'impression que mon impact est beaucoup plus grand que si je le faisais moi-même. Parce qu'évidemment, j'ai eu des très grands succès, des très grands échecs et je peux en faire profiter d'autres personnes. Donc, je réfléchis à dire, est-ce que je prends un rôle un petit peu plus passif dans différentes compagnies ou est-ce, par exemple, que je lance un fonds d'investissement ou ce qu'on appelle un venture studio pour commencer à créer un écosystème et des business. Ça fait partie de mes 3 réflexions. Je n'ai pas encore fait de choix définitif. Les seuls, c'est en fait, je dis toujours, c'est pas de choisir, c'est d'apprendre à dire non. Donc, aujourd'hui, exécutif est mort. J'ai dit que c'était pas pour moi. J'ai flirté avec cette idée-là, mais c'est pas pour moi. Je suis un entrepreneur et rien d'autre. Il y a la portion aujourd'hui, peut-être de repartir de zéro, mais il faudrait que j'ai l'idée. Ou que j'ai un fondateur qui m'amène une idée hallucinante, que je fasse avec toi, je suis prêt à sauter en parachute. On se lance, même si on va souffrir un peu. Ça, je ne l'ai pas trouvé aujourd'hui. Donc, les 2 thèses les plus proches, aider des entrepreneurs ou faire du reprenariat. Intéressant. On va suivre ça de près. Dominique, c'est quoi le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est, je pense, merci de participer aussi. Le prochain livre, tu as une contribution dedans, mais aussi de m'avoir fait rencontrer David. C'est de continuer à bâtir, je pense. C'est ce que tu fais, c'est ce que je vais continuer à faire. On a un réel désir d'influencer les gens, de les motiver, de montrer que tout est possible. Connect & Go, on a fait 6 fois faillite technique. Le nombre de fois qu'on a passé proche. Puis j'adore Guillaume Jacquet, qui est un bon ami, qui aujourd'hui à Vasco, mais était le numéro 3 de Lightspeed, vice-président technologie. Il avait donné une conférence à mon équipe de direction, puis il avait dit comme entrepreneur, on refuse de mourir. Puis il dit souvent, on est mort souvent, mais on refuse. On n'accepte pas la mort, on continue. Ça prouve que tout est possible, qu'il n'y a rien d'impossible. Et cet exit-là, pour moi, je suis très, très fier, mais de dire aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est comment on reprend cet argent-là, ces capitaux-là, puis on est capable de continuer à bâtir un Canada qui va être fort, un Québec qui est fort. Moi, j'y crois énormément, mais ça va demander plus de courage.
Dominique, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très heureux d'avoir eu tes nouvelles. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hyper Croissance.